Bienvenue sur Good Visa, le podcast Voyage. Aujourd'hui, partez avec Nata et Vince. Ensemble depuis qu'ils ont 15 ans, ils se sont lancés dans un voyage sans fin à moto depuis 4 ans et demi, avec déjà plus de 150 000 km parcourus. Dans cette première partie, ils racontent comment ils ont quitté la Suisse sans objectif, guidés par le hasard, cherchant à donner du temps aux rencontres plutôt que de courir après des destinations. Cet épisode est une invitation à lâcher prise. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute, ou plutôt un bon voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Nata, bonjour Vince. Salut Hello Camille. Camille, Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Ça va? Très bien. on est trop heureux de pouvoir se lancer dans cette discussion de voyage avec toi. Eh bien pareillement et encore merci pour votre temps. Donc un exercice que j'aime bien faire pour demander à mes invités de se présenter encore plus quand ils sont deux, c'est comment ils décriraient l'autre personne en quelques mots. Qui veut bien commencer ? Oh. Commence pas. Ok, allez, je commence. En fait, ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble que c'est vrai que ça me paraît hyper complexe de présenter. Mais Vince, c'est quelqu'un qui concrètement vit de voyage et rêve de voyage tout le temps. Et c'est quelqu'un qui est ultra centré solution et ça, c'est quelque chose de magique pour notre quotidien parce que quoi qu'il se passe, il aura toujours, cette vision de comment, régler le problème ou que finalement un problème n'en est pas vraiment un et puis on peut toujours aller de l'avant, quoi. Il y a toujours c'est limite un jeu pour lui, en fait. Quoi qu'il se passe, comme un jeu, il y a toujours faut trouver la sortie, du niveau, quoi. Et puis, voilà, il voit la vie, de manière, très, très positive et il a une très grande résilience aussi. Donc Merci. voilà, j'apprécie partager ma vie avec Vince. Natalia, une personne vraiment extrêmement solaire, extrêmement positive aussi, qui est extrêmement sociale et donc j'ai l'impression qu'elle crée des liens tout le temps avec les gens et que en fait ces gens ça leur fait du bien souvent de parler avec elle parce que je sais pas elle a ce don d'écouter et puis de parler et puis de pouvoir faire du bien autour d'elle et à moi aussi et je suis extrêmement chanceux de vivre avec elle depuis 23 ans. C'est vrai, c'est fou. Cette histoire est incroyable. Encore merci pour cette petite présentation. Donc aujourd'hui, on va parler de votre aventure. Vous êtes sur les routes depuis le 1er août 2021. Vous êtes parti depuis la Suisse, d'où vous venez. Et en fait, ça fait 4 ans et demi que vous vivez un rêve un peu fou à voyager autour du monde à moto. Donc tous les deux sur Falcor, votre moto, ce dragon porte-bonheur dont on va bien évidemment parler. Et ce qui me plaît beaucoup dans votre aventure, c'est que une des lignes directrices, j'ai l'impression, c'est à quoi bon être sérieux. Il y a beaucoup d'humour dans vos vidéos, dans vos partages, sur votre compte. Et même là, en parlant avec vous, vous avez le smile à 2000%. On ressent vraiment toute cette bonne énergie. Donc, je suis vraiment ravie de vous recevoir. Donc, on a plein de sujets à aborder parce que vous avez parcouru plus de 44 pays, 105 000 km sur ces 4 années. Et voilà, on va aller creuser un petit peu tout ça. Et comme à mon habitude, j'aime bien savoir, mais qu'est-ce qui a fait que là, vous vous êtes retrouvés comme ça sur les routes ? Donc comme on me disait, ça fait 23 ans qu'on est ensemble et donc depuis nos 15 ans et on a très vite commencé à voyager tous les 2 et c'est un peu, finalement, tout simplement ça qui nous a donné le goût du voyage, de l'inconnu, de l'imprévu, de rencontrer des gens qui ont une différente culture que la nôtre. Et clairement, le voyage, c'est au final comme une sorte de drogue parce que au début, on fait un petit voyage en Espagne, en camping, etc. Tout d'un coup, je sais pas, le deuxième voyage, c'était le tour de la Sardaigne à vélo et à chaque fois un petit peu plus loin et à chaque fois un petit peu plus longtemps. Et puis, en fait, ça en arrive à une vie nomade qu'on essaie de vivre maintenant à plein temps, comme ça. Ouais. Et c'est vrai qu'on est hyper curieux et on aime bien essayer des nouvelles choses, que ce soit dans les moyens de transport qu'on utilise pour se déplacer, en sac à dos, en voilier, à vélo, à pied, et puis Entendez. maintenant en moto. Donc c'est devenu comme une sorte d'évidence qu'au bout d'un moment, on ne pouvait pas rester chez nous et tout le temps dire, bon, on part un petit moment, après on revient et on recommence un quotidien qu'on connaissait déjà. Et en fait, on s'est dit: «Mais finalement,
on est adulte. À la trentaine, on était là: «Mais on est adulte, on peut choisir ce qu'on veut faire dans notre vie complètement» et en fait, ce qu'on veut faire, c'est voyager tout le temps, quoi. Non, mais tout simplement et parfois, en fait, on se rend pas compte le nombre de limitations qu'on se crée dans nos têtes et là, c'était très simple comme réalisation, mais une fois que tu l'as fait vraiment, dans ton cœur, tu vois? Et ben, bah, tu mets tout en place pour que en fait, ça se réalise. Et en plus, il me semble que dès le début de votre relation, la moto a quand même fait un petit peu son apparition, petit à petit dès le début de votre rencontre? Ouais, exactement. On peut dire que c'est grâce aux 2 roues, grâce à la moto que, bah, on s'est rencontrés et qu'on est ensemble. Parce que Natalia, elle habitait dans un petit village dans la campagne genevoise. Moi, j'habitais plus dans la ville, on va dire. Et à 14 ans, j'ai passé le permis du vélomoteur. En Suisse, on a ces petites mopeds. Et bah, ça m'a permis de la rencontrer dans son skatepark. Puis bah voilà, ça fait que c'était à 14 ans. Et après, bah, il y a eu tout à coup une moto un petit peu plus grande, une La 50 50. centimètres cubes. Donc là, on pouvait être à deux dessus. Et après, une un peu plus grande. Et en fait, on a toujours utilisé la moto comme moyen de transport à Genève, mais vraiment jamais comme manière de Que voyager. moyen de voyager, ouais. Ouais, Et donc pour nous, c'était vraiment, c'est une une première. sacrée première de partir à 2 sur une moto pour voyager et pas juste se déplacer, chez nous, quoi. Mais je crois qu'on aime beaucoup faire des premières à chaque fois un peu extrêmes. On verra peut-être ça dans la suite. Un petit peu et justement en parlant d'expériences quand même assez extrêmes, donc vous le disiez, vous avez expérimenté, différentes façons de voyager parce qu'en 2009, vous avez fait d'abord, un tour du monde pendant 1 an, 22 pays où là, c'était un rythme quand même, assez intense où je me dis: «Oui, on aurait pu faire en fait des épisodes de podcast pour toutes vos aventures tellement il y a de choses à dire» et ensuite vous avez fait, 7 mois en Inde, 5 mois de transatlantique, un voyage à vélo en tandem en Colombie. Ça a été intense tout ça. Ouais, c'est Ouais. clair, mais ça nous a permis aussi de cerner un peu mieux ce qu'on aime, et ce qui nous intéresse le plus, dans je sais pas si dire dans la vie, c'est très large la vie, mais Mais on peut dire que ce voyage de 2009, c'est le moment, c'est une année de voyage, 22 pays, comme tu as dit. Et c'est vrai que c'est énorme, c'est un rythme de fou. Et comme c'était une année pile, ça fait que bah, du moment qu'on reste un petit peu plus longtemps à un endroit, ça veut dire qu'on aura moins de temps à un autre. Et c'est ça qui a totalement semé la graine du slow travel, en fait, le fait de vraiment voyager lentement. Et que j'ai l'impression que c'est ça maintenant qui va nous définir le plus, c'est cette manière de voyager lentement et puis ouais, de prendre le temps et puis ouais, d'approfondir un peu les découvertes. et aussi grâce à ces voyages, on s'est rendu compte, par exemple, celui du voilier où on est parti 5 mois sur l'Atlantique, avec un autre couple, ben, on s'est rendu compte que souvent, les gens, ils disent: «Pour faire une expérience comme ça, il faut avoir de l'expérience, faut savoir naviguer, faut être sûr qu'on n'a pas le mal de mer». Ah, les Tous ces petits permis. détails qu'en fait, eh ben, on a un peu cassé ces barrières, en fait. On a tout envoyé, loin et on a réalisé que nous, on n'était jamais montés sur un voilier avant cette expérience, vraiment jamais mis les pieds et on a trouvé un couple qui était d'accord de nous accueillir avec eux sur leur voilier et là, on s'est lancé directement sur 5 mois à traverser l'Atlantique, à naviguer. On a énormément appris et c'est un peu ce qui s'est passé plus ou moins aussi avec notre voyage en tandem en Colombie. On avait fait un voyage à vélo en Sardaigne, à 17 ans, mais ensuite, ben, à nos 27 ans, d'un coup, on n'avait plus refait de vélo et on s'est dit, «Bah, en fait, on va essayer d'aller sur un tandem et puis de voyager avec, nos meilleurs amis aussi à vélo» et en fait, ça se fait, quoi et c'est vrai que souvent, on a entendu dire: «Oui, si tu as pas eu un entraînement physique avant, tout ça», bah, bien sûr, il y a des expéditions qui se préparent, hein, ça, c'est clair, mais nous, on n'est pas des explorateurs et on n'a pas fait des expéditions, mais on s'est lancé dans des voyages où beaucoup de gens, je pense, pourraient se dire: «Non, ça, je suis pas prête ou je suis pas prêt, donc vaut mieux pas se lancer» et finalement, en fait, ton corps, il y va sur le moment, il réalise ce qu'il y a à réaliser, quoi et il apprend et il est Ouais. résilient, quoi. Et tu adaptes ton rythme à ce que tu dois faire. Et donc là, si on revient à cette décision de partir en moto, donc comme vous le disiez, vous aviez voyagé un petit peu en moto, mais jamais vraiment essentiellement autour de la moto. Donc là, vous êtes dit: «Allez, c'est parti» et on se lance un petit peu, vers l'inconnu et vous me disiez avant qu'on enregistre que vous étiez pas très bon pour faire des choix et donc vous avez eu une manière très singulière de lancer cette aventure en moto. Ouais, effectivement, on est assez mauvais pour faire des choix en général.
Et donc là, on avait une date de prévue pour ce départ, mais bah, c'était en 2021 et le Covid était toujours un petit peu par là. Et donc, notre idée, c'était de retourner en Inde à moto, mais il y avait quand même pas mal de frontières qui étaient fermées. Donc, on s'est dit, on veut juste partir. Donc, on demande à notre neveu de prendre une bouteille de vin, de la mettre sur une carte du monde, de la faire tourner. Et puis, bah voilà, quand la bouteille s'arrêtera dans une direction, bah, on partira dans cette direction. Peu importe où Coûte c'est, que que ce coûte. soit nord, sud, est, ouest, on verra bien. Et puis, bah, c'est ce qu'on a fait le 1er août 2021, entouré de la famille et des amis. Ce petit neveu, Seth, a pris la bouteille, l'a fait tourner, et puis bah, ça s'est arrêté sur le sud-ouest. Et donc, sud-ouest, en partant de Genève, ça fait qu'on partait vers la France. Ce qui est très cool, vu Ouais que, et bah en plus, voilà. c'est assez une terre connue quand même pour nous. Du coup, ça commençait, doucement et puis la frontière était à 20 minutes de là où on partait, hein. Donc c'était vraiment pour nous, le grand départ, juste à 20 minutes de chez nous. Ouais. Et donc, on a suivi pendant toute la première année cette sorte de boussole imaginaire, comme on aime bien l'appeler. Et donc, en suivant ce sud-ouest, on a touché la pointe sud-ouest de l'Europe, qui est au Portugal. Ensuite, on s'est dit, bah, il y a encore plus au sud-ouest, il y a le Maroc. Donc, voilà, là, on est passé sur l'autre continent. Là, on a fêté notre première année sur la route au Maroc. Et bah, c'est là, à ce moment-là, qu'on devait décider aussi, bah, est-ce qu'on continue pour un grand tour d'Afrique ou est-ce qu'on fait un autre choix? Ouais. Et donc, là, je sors un tarot de plantes que j'avais avec moi et je sais pas si vous connaissez ça ou pas, mais c'est comme un oracle ou un tarot et il y avait des plantes qui venaient de partout dans le monde et on s'est dit: «Bah, suivant d'où elles viennent, bah, c'est là-bas où on se dirigera» et en fait, la carte qu'on a tirée, bah, c'était une plante qui venait de Turquie et vers Turquie, Liban, tout ça. L'Asie. Ouais, donc l'Asie, on s'est dit: «Bah, voilà, on part en Asie, quoi. On part en Asie, c'est les cartes qui ont décidé» et puis, eh ben, on est revenu un peu sur nos pas, mais en passant par d'autres routes, de l'Europe et puis on est parti vers l'Asie. Où on est en ce moment. Donc là, cette première année, donc Suisse vers le Maroc, vous avez fait peu de kilomètres, mais vous avez fait énormément de rencontres. On reviendra sûrement aussi, je pense, sur toutes ces familles de cœur que vous avez pu avoir au fil de cette première année. Et là, peut-être que déjà dans cette première année, vous vous êtes dit, bon ben ok, en fait, la moto, c'était la bonne décision. Ça correspond exactement à la temporalité qu'on avait envie d'avoir dans nos voyages, parce que comme on le disait, c'est la première fois que vous voyagiez au long terme en moto. Mmh. Ouais, Ouais. ouais, c'est clair. Exactement. Comme on a dit, on a testé vraiment différentes manières de voyager. Et une des anecdotes qui a fait qu'on s'est décidé pour la moto, c'est que quand on habitait en Suisse, en Valais, on hébergeait pas mal de voyageurs, que ce soit en couchsurfing ou avec Warm Shower, c'est une plateforme pour héberger les cyclistes. Et en fait, à chaque fois, ils nous demandaient des conseils et on leur disait, mais montez là-haut, allez voir ce col, allez voir cette montagne, c'est magnifique, ce lac. Et à chaque fois, on avait un peu la même réponse. Ah, mais à vélo, c'est trop difficile, c'est trop long, ça prend trop de temps. Et en fait, bah, la plupart du temps, ils restaient dans la vallée du Rhône. Et on s'est dit, c'est quand même un petit peu dommage parce que bah, tu es en plein air, enfin, vraiment, le vélo, c'est trop cool comme manière de voyager. Mais bah, tu te limites un petit peu parce que c'est dur physiquement. Et puis, Ouais bah, ça prend du temps aussi. et aussi finalement, bah, c'est quand même une très belle région là où on habite en Valais, où on habitait et puis c'est vrai que tu te dis: «Ben mince, si tu traverses un endroit, mais qu'en plus c'est vraiment pas le plus bel endroit que tu es en train de traverser dans ce lieu-là», et ben, ça nous a fait réfléchir et on s'est dit comme pour nous le plus important aussi, c'était de pouvoir rencontrer les personnes, dans les lieux qu'on irait visiter et tout, ben, on n'avait pas envie que la route prenne autant de temps. On voulait donner plus de temps à ce genre d'expérience et donc la moto Ouais. nous offrait, plus de temps libre avec les gens et la possibilité de rejoindre différents lieux, que ça soit, en haut d'une montagne ou, au fond d'une vallée ou de faire même des allers-retours s'il faut, Ouais. quoi. Tout en étant dehors, Ouais, avec en les plein air, éléments ouais. et tout ça, comme on aime beaucoup dans le voyage à vélo. Après c'était drôle parce qu'en fait, ben, Vince m'a un peu dit: «Bon, bah, on a testé plein de moyens de transport différents, qu'est-ce que tu penserais de la moto?» Et moi, j'étais pas 100 motivée au début parce que j'avais l'impression que la moto, ça allait être quelque chose d'un peu, comment dire? Pas sportif, quoi.
J'aime bien l'idée de se déplacer, tu vois? Sac à dos, bah, tu marches, tu portes ton sac. À vélo aussi, c'est du sport, toute la journée, quoi. En voilier aussi, c'est quand même beaucoup, assez physique de naviguer et là, la moto, je me disais: «Mince, c'est on va pas bouger, quoi, ça va être pas du tout physique» et finalement, ben, grâce à ces 4 années de voyage, je me rends compte que j'avais tort et finalement, être sur une moto, c'est quand même très physique, même pour moi qui est derrière principalement. Parce que je peux conduire aussi, mais je passe quand même le plus grand du temps derrière et en fait, c'est assez douloureux en soi. C'est assez douloureux pour les articulations, pour les muscles, il faut bien se maintenir tout le temps Ouais, c'est physique. et donc je me suis dit: «Bah, en fait, j'avais tort et c'est quand même très physique» et ça m'a plu dans ce sens-là. Que c'est pas on pourrait avoir une image, tu vois, du motard, qui prend, 20 kilogrammes sur sa moto parce qu'il marche plus et en fait, finalement, ben pas, quoi. Donc j'ai bien aimé le fait d'avoir, découvert cet aspect-là de la moto. Et merci de le souligner parce que tu vois, moi, la première, c'est vrai que quand tu disais, on a cette idée de en plus, j'ai interviewé quand même pas mal de personnes, qui ont voyagé à vélo et où c'est vrai qu'on ressentait cette pression physique et ainsi de suite et en moto, voilà, c'est vrai qu'on y pense peut-être moins, mais je suis en train de revoir des images où vous passez dans des endroits quand même assez chaotiques en moto et ainsi de suite, donc je crois que j'arrive à bien visualiser, voilà, garder un peu son équilibre. En plus, si on est 2, c'est quand même un voilà, un véhicule assez imposant et c'est drôle de savoir du coup que donc c'était toi Vince qui la plupart du temps, enfin c'est toi qui la plupart du temps est sur, a conduit la moto, pardon. Ouais, on peut vraiment les 2, donc ça, c'est vraiment très, très cool. J'aurais envie de dire que Nata conduit les routes les plus scéniques. Comme ça, moi, je peux aussi voler avec le drone et puis, bah, pouvoir, faire des images et tout ça et côté physique, bah, c'est sûr que d'avoir genre ces gros habits, c'est hyper important pour nous dans le sens où on se sent protégé. En même temps, bah, c'est je sais pas, c'est 7 kilos C'est comme d'affaires être par dans un personne. sauna, c'est comme être dans un sauna, mais bien plus que 15 minutes. Ouais. Ouais, dans les pics de chaleur, négatifs et positifs, on a eu donc 52 degrés et demi au Maroc, parce qu'on était en plein été, là-bas, vu qu'à la base, c'était fermé à cause du covid. Donc voilà, ça, c'était vraiment très, très difficile. On se mettait à l'ombre, il faisait 48 degrés, l'eau, elle était bouillante. Moi, j'étais vraiment à moitié en train de tomber dans les pommes, quoi, Ouais, c'est clair, tellement c'était c'était dur. vraiment dur. La moto avait aussi vraiment beaucoup de mal, Mmh mh. parce que voilà, c'est beaucoup trop chaud. Prendre température négative, on était plutôt dans les -5, -4, -5. Mais Mais après, c'est le fait super de fort ça. rouler à moto avec la vitesse et le vent, bah, en fait, ça fait que tu ressens beaucoup plus froid, en fait, que les -5. Donc ça reste des bons challenges. Donc voilà, c'est Mais on aussi est devenus des experts en température parce qu'en fait, on a la température qui s'affiche sur notre moto et donc par exemple, je me souviens que dès qu'on voyait ben, là, on est en Asie, du Sud-Est, donc maintenant on a vraiment chaud, mais quand on voyait 9 degrés et ben là, on sentait que notre corps, en fait, à 9 degrés, il commence à avoir très, très froid, en fait, ouais, avec le vent qui souffle dessus et là, on se dit: «OK, là, c'est dur, c'est vraiment dur». Donc -3, c'est extrêmement dur. Là, tu as les mains gelées, les pieds gelés, tu sens plus rien. ouais. Mais et voilà et 23 degrés, c'est la température parfaite de croisière. On est là: «Waouh, c'est le meilleur». La vie est belle Ouais. et est-ce que j'imagine qu'on vous a peut-être déjà posé la question, est-ce que vous avez eu des pannes, des accidents, peut-être aussi des routes qui étaient pas du tout praticables et où là on se dit: «Oh là là, mais en fait la moto c'est trop encombrant» et ainsi de suite? Heu, ouais, quelques-unes. Je dois dire que sur 4 ans et demi, bah, c'est pas grand-chose non plus, mais bien sûr qu'il y en a eu. Dans les challenges, bah, on a eu beaucoup d'attaques de chiens quand même quand on était dans les Balkans, l'Europe de l'Est, ces pays-là, bah, les chiens nous couraient quand même beaucoup après, je sais pas, c'est la moto qui doit les exciter et voilà, ils veulent juste nous croquer les mollets. Ouais et ça m'a un peu, fait, un peu un Refroidi. trauma à un moment même. Genre, vraiment, il y a des moments, j'étais vraiment très mal à cause de ça. Ouais. Parce que tu vas dans des endroits à chaque fois, on est dans des endroits qu'on connaît pas et du coup, tu as peur des fois d'aller dans une trop proche d'une propriété privée, ils te lâchent les chiens dessus. Ça nous est arrivé qu'on nous lâche, 4 chiens énormes dessus et le gars qui nous hurlait de partir de chez lui. Enfin, c'était franchement et moi, j'ai dû descendre de la moto en plus parce que c'était une piste.
Donc en fait, Vince, il pouvait pas faire de manœuvre, avec moi dessus parce que sinon on tombait. La moto est très lourde et donc voilà, pour faire des manœuvres, c'est vraiment pas très pratique, quoi. Vraiment. Il s'en sort quand même hyper bien, mais là, il y avait des gros cailloux, c'était dur, quoi. Mais heureusement, ils m'ont pas sauté dessus finalement. Avec ma bonne volonté, je leur ai parlé tellement gentiment que d'un coup, ils ont commencé à battre la queue. Ils étaient hyper sympas. Ils ont arrêté d'aboyer. J'étais là, oh le miracle. Là, c'est le maître, Et le c'était le maître maître, qui était pas content, par contre. Là, le maître était c'est la le chien maîtresse. d'attaque. Mais oui, on a eu des routes très difficiles aussi. En Europe, on a suivi un réseau de pistes qui s'appelle le TET, Trans-European Trail, qui sont des pistes off-road qu'il y a dans toute l'Europe. Et bah, parfois, je sais pas, on est resté bloqué, par exemple en Albanie, sur une piste. Il y avait une montée qui était super raide, qui devait faire 60 mètres, mais 60 mètres qu'on a fait en 1 heure. Ouais, elle Parce qu'on était n'arrêtait remplie de pas de cailloux et tomber, et puis en fait, leur relever la moto, de porter les affaires, etc. C'était vraiment, vraiment très difficile. évidemment, on n'avait pas assez d'eau. On n'en pouvait plus. Ouais. C'était vraiment dur, ça. Et puis bah, du moment que tu arrives au sommet, bah, en fait, tu es content, mais bah, tu sais pas si la suite va être pire ou va être meilleure. Donc c'est un peu tout le temps ouais, cette roulette russe de savoir est-ce que tu continues ou est-ce que tu fais demi-tour. C'est un peu le jeu quoi aussi de bah, c'est sûr que dans un sens, on vient chercher l'aventure donc si on prend que les routes asphaltées tout le temps, bah, c'est très bien mais c'est plus prévisible et si on sort un peu des sentiers battus, ben, parfois ça c'est très battu. C'est très ça nous remue bien et surtout à savoir qu'on n'est pas dans le setup idéal pour faire ce genre de route. En duo. Ouais, franchement, mais je préfère quand même, j'ai envie de lancer des fleurs sur Vince parce qu'il se débrouille hyper bien pour nous conduire les 2 avec tout ce poids. On a réalisé qu'on faisait quand même 470 kilos. 470. Ah pardon, 470 kilos et c'est vraiment beaucoup de poids. La moto, on ne sait pas par quel miracle, elle résiste. On n'a jamais changé, les suspensions ni rien en 4 ans et demi. Alors que tout le monde, nous dit genre: «Elles ont dû lâcher depuis, quoi». Ouais, ouais. Mais non, franchement, ça tient elle tient tellement bien, mais elle est très lourde parce que, bah, c'est une grosse BMW 800, GS et on pourrait avoir des motos plus légères pour faire ça et même avoir chacun notre moto, ça sera encore beaucoup plus simple. Mais finalement, on s'est dit que ce challenge-là nous plaisait et on s'en sort bien quand même, donc c'est cool. Bon, en toute transparence pour l'audience, on vient d'avoir un énorme, fou rire, tous les 3. Donc comme je le disais, il respire la bonne humeur et ça se ressent dans l'épisode. Je crois que c'est la première fois qu'on est obligé de couper pour un gros fou rire comme ça. Mais du coup, on disait en fait que le fait de voyager tous les 2 à moto, sur la même moto, ça rapproche quand même, j'imagine. Même si vous êtes déjà en couple, c'est On a une communication non verbale sur cette moto. Par exemple, genre, on va prendre des pistes et Vincent, lui, il est bien plus à l'aise que moi dans les pistes et en plus, c'est lui qui conduit, donc tant mieux et je pense que c'est pas un secret de dire que souvent, quand tu es derrière et que c'est pas toi qui maîtrise le véhicule et qui conduit, bah, c'est quand même assez dur en termes de stress parce que tu as pas la maîtrise de ce qui se passe. Tu dois faire entièrement confiance à l'autre laisser porter et du coup, c'est très, très drôle parce que souvent, quand je commence à stresser et ben, je vais arrêter de plus en plus de parler. Alors Vincent, il va commencer à parler tout seul, à essayer de me faire parler, puis moi, je commence à devenir de plus en plus muette et mes mains vont se resserrer très fort sur le côté de son corps comme ça et il va sentir que je le serre tellement fort parce qu'en fait, on doit compenser l'équilibre. Dans une piste, c'est tout le temps en train de prendre un caillou là, un saut ici et donc je dois vraiment tenir et faire plus qu'un avec lui pour que lui, il perde pas l'équilibre. C'est le but en fait, c'est de compenser et d'avoir le meilleur équilibre possible et je trouve que c'est assez drôle en fait et assez, après, je me souviens par exemple dans les routes du Tadjikistan sur la Pamir où c'était que de la piste et que c'était vraiment dur de rester assis parce que ça vibre tellement sur la selle qu'on était à la fin tous les 2 debout, à se tenir et en soi, ben, c'est presque un équilibre magique parce que lui, il est juste en train de tenir le guidon, mais il suffirait de freiner un peu ou pas et on tombe, tous les 2 en avant ou en arrière, tu vois? Et tu sens que, ouais, il se passe comme une sorte d'alchimie où on est les 2 là, debout sur la moto à fond, enfin, c'est non, mais moi je trouve qu'il y a un truc magique là-dedans, je trouve drôle et ben, tout ça, ça s'apprend à force de rouler, à force de parler, de communiquer, de sentir.
On avait la même chose sur le vélo en tandem, c'était pareil. Les gens, ils étaient là: «Mais vous faites comment?» Et en fait, tu as des petits mots que tu te dis: «OK, go, là, on s'arrête, là, on fait comme ça», enfin et tu sens quoi après. Donc oui, c'est vraiment toute une aventure, à 2 et là aussi, j'imagine qu'on vous pose beaucoup la question de comment vous faites depuis 4 ans pour être, non-stop tous les 2, en plus sur le même véhicule? Je me rappelle, c'est une question que j'avais posée aussi à Delphine et Maxime, d'Entre 2 Poils, que vous connaissez d'ailleurs, pour la petite anecdote. Ben, c'est vrai, comme tu dis, c'est une question qui revient tout le temps et finalement, c'est dur d'y répondre parce que, je pense que c'est une relation, bah, c'est unique quoi, entre 2 personnes, donc on peut pas, vraiment donner des conseils universels et qui puissent, enfin, jouer pour tout le monde. Mais pour nous, c'est sûr qu'on en retire beaucoup de plaisir et de joie et de bonheur à partager tout ce qu'on vit au quotidien. Donc pour nous, c'est pas, un effort, en fait. C'est quelque chose d'agréable qui, tous les jours se répète et puis oui, parfois il y a des petits couacs ou des moments où on s'énerve l'un l'autre, mais en fait, on va juste arrêter un peu de parler, laisser, les paysages défiler ou n'importe quoi se passer entre 2 et ensuite c'est bon, on a lâché le truc et puis on continue notre journée, avec toutes les belles choses qu'on peut s'offrir et partager. Je crois qu'on s'est vraiment dit ça, quoi, que ça sert à rien de rester fâché longtemps. En fait, vraiment, ça apporte rien. Donc, soit on essaie de communiquer un maximum pour résoudre le petit conflit, bah, soit, bah, je sais pas, ouais, Soit on arrête tout, soit on hein, arrête on tout, arrête ouais, tout. soit ça se résout tout de suite, soit pas. Mais en fait, c'est tellement beau ce qu'on peut créer à 2 aussi. On se rend compte de la chance qu'on a de pouvoir partager, en fait, chacune de ces aventures, de ces voyages et en fait, c'est tellement précieux ça à nos yeux, qu'on essaie d'en prendre soin un maximum, en fait et c'est peut-être ça juste, le conseil ou comment j'aimerais répondre à comment on fait pour rester tout le temps ensemble, collés. Ben en fait, valoriser cette chose qu'on a tous les 2, c'est un cadeau de la vie de pouvoir partager, ces anecdotes donc donnons-lui la plus belle chance quoi de marcher, tu vois? Mais je crois que ouais, l'amour s'entretient et aussi il faut lui donner, la valeur qu'il a quoi, que c'est un cadeau. C'est un cadeau donc faut le vivre au maximum. Donc là, on parlait des rencontres, avec la faune et la flore que vous avez pu faire à moto, mais il me semble qu'on a oublié certains types de rencontres aussi? Oui, Ouais, c'est vrai qu'à part les chiens et d'autres animaux, plus communs qu'on peut rencontrer sur la route, on a eu, la chance, je dirais quand même, de croiser une quinzaine d'ours en Roumanie. C'était, complètement inattendu parce qu'on avait entendu parler, en étant déjà en Roumanie, d'une route, la Transfăgărășan et en se lançant sur cette route, on s'est dit: «Bon, peut-être on va en croiser un, mais c'est pas dit, quoi». Et on voit des panneaux qui disent: «Faites attention aux ours, il faut pas s'arrêter», enfin, en mode c'est dangereux, mais il y a pas non plus des gens pour quelconque sécurité, disons. Donc on se lance sur cette route et en fait, ça a pas loupé. Après le panneau, peut-être à 200 mètres après, on voit un ours posé sur le bord du muret comme ça avec les bras, posés sur le mur. Limite, on a cru que c'était un mec déguisé en ours, quoi. Enfin, c'était pas possible et là, on se dit: «Wow, là, il y a un ours, quoi». ouais, et finalement, bah, c'était une quinzaine d'ours en 1 heure, quoi, à peu près, pour traverser ce parc, cette route. Ce qui est flippant quand même d'être à moto, c'est que, bah, en fait, il y a pas mal de gens qui sont en voiture autour, qui lancent des sandwichs, qui lancent de la nourriture. Mais bah, nous, Ouais, à c'est moto, hyper on est triste. on est un petit peu, vraiment, bah, au même niveau qu'eux, donc c'était quand même un petit peu flippant, quoi. Ouais et c'est, en fait, c'est beau de voir des ours, mais c'est juste triste de voir que les humains dans leur carapace, tu vois, dans leur véhicule, ils leur lancent des trucs, du coup, ils viennent et ils font la manche un peu au bord de la route, en gros et après, dans la saison où nous on est passés, c'est vrai qu'on a vu 3 mamans, et chacune avec leurs 2 bébés et on nous disait: «Bah, ça, c'est le plus dangereux, quoi», parce que, bah, elles font hyper attention à leurs petits, tout ça et en fait, franchement, nous, on n'avait rien à manger avec nous. On s'est arrêtés, 2 fois, je crois, au pas loin de ces mamans
et on a éteint le moteur et en fait, on les a juste regardés depuis de l'autre côté de la route, donc c'est pas très loin et elles faisaient rien, en fait, elles sont restées à nous observer, puis leur bébé jouait et c'était des moments, complètement hors du temps, incroyables et heureusement, à ces moments-là, il y avait pas de voiture qui s'arrêtait et dès que les voitures arrivaient, s'arrêtaient, bah, là, on partait parce qu'on sentait que c'était trop dangereux avec les gens qui lançaient de la nourriture ou qui s'arrêtaient au milieu de la route, quoi, comme ça. Nous, on prend pas toute la place sur une route, donc c'est un peu différent. Mais là, les bouchons, face à des ours, là, ça commence à être stressant. Mais c'était, ouais, ça, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et est-ce qu'il y a eu d'autres types, d'animaux comme ça que vous avez croisés, peu communs? On a eu pas mal des chameaux ou des choses comme ça, vu que là, on a traversé, la route de la soie. Donc toute cette, Asie centrale, il y a beaucoup d'animaux sauvages, mais que ce soit donc, ouais, des chameaux, des chevaux, des hordes de chevaux tout d'un coup qui traversent la route au milieu de la steppe. Ça, c'est Qui assez sont des moments qui incroyables. sont parfois à des gens, mais ils vivent en semi-liberté, en fait, Ouais. en groupe comme ça. Ou des parcs nationaux qui font des milliers de kilomètres, donc c'est sûr que, voilà, visuellement, c'est des chevaux en liberté. Des Heu, tortues, c'est des un peu tortues, moins oui. enfin, c'est tout autant sauvage, Où mais Nata s'arrête à chaque fois pour trop les mignon. prendre de la route et puis pour les déplacer sur le bord. J'avais trop peur Dont qu'elles 2 se fois où elle se fait pisser dessus quand même. oui. Donc ouais, en termes d'animaux comme ça, ouais, c'était Non, c'était vraiment ça, des cochons, des chevaux, des vaches, des buffalos. toute la Là, il y a famille beaucoup de quoi. buffalos en Asie du Sud-Est, c'est assez magnifique. Mais bah, ouais, c'est ça. On n'a pas encore vu de tigre, ou de ça ne saurait tarder, Mais on est en Thaïlande. Mais oui, parce que pardon, tout à l'heure, je parlais donc de cette première année où c'était Suisse, et ensuite, jusqu'au Maroc. Pour la deuxième année, vous êtes partis donc du Maroc jusqu'en Roumanie avec les Baléares, l'Europe de l'Est, les Balkans. La troisième année, c'était de la Roumanie jusqu'au Tadjikistan avec la route de la soie que vous venez de mentionner. Et la quatrième année, Tadjikistan jusqu'au Kirghizistan. Vous avez fait pas mal de pays, entre 2. Là, depuis 10 mois, votre moto Falcor se repose et vous voyagez en backpack. Et donc là, cette demi-année entre Kirghizistan, Chine, Laos et la Thaïlande, c'est vrai qu'en fait, je me rends compte que les anecdotes sont en train de couvrir un peu tout. Ça va, je me suis pas loupée sur le recap des grandes lignes. Non, Nickel. c'est juste là, après ces 10 mois en backpack, justement, il y a eu cette demi-année, comme tu dis, on a récupéré la moto au Kirghizistan et on est descendu jusqu'en Thaïlande, ouais. Et une notion que j'aimerais bien aborder avec vous, parce que les gens, en vous écoutant, ils doivent peut-être se dire: «Mais comment ils font, en fait, depuis, 4 ans, et demi pour voyager comme ça? Est-ce qu'ils ont un travail? Comment ils font pour se loger?» Parce que pour vous, c'est important de partir, oui, de vous lancer dans cette aventure, mais pas juste du tourisme, en fait. Il y a une autre notion importante pour vous. Ouais, Ouais. effectivement, en fait, le fil conducteur de notre, voyage, c'était aussi vraiment de faire des échanges avec les gens, que ça soit nos compétences personnelles ou de nous apprendre des choses d'autres personnes et de mettre, au service des autres, voilà, Notre temps. notre temps, en fait, notre temps Notre temps et nos compétences, ouais. ouais, qui est devenue, une des denrées les plus précieuses, on a réalisé de la vie. Le temps, c'est un peu tout, quoi, donc Ouais. Et donc, en fait, on avait cette idée en tête avant de partir, mais donc le jour où on est parti, le lendemain, on était: «Bah, comment est-ce qu'on met ça en place?» Et je sais pas, je sais que je me rappelle, on était posés comme ça, sur une terrasse en France donc, et tout à coup, on voit en face de nous, des sortes de bungalows et tout et puis, on se dit: «Mais tout d'un coup, est-ce qu'on n'irait pas juste demander à la réception si on peut les aider, à faire quoi que ce soit des photos pour leur camping ou n'importe quoi?» Et puis juste de voir si on peut être hébergé, gratuitement en échange de travail. Et donc on s'est lancé pour la première fois comme ça, en osant aller comme ça à la réception et elle nous a en fait, la personne de la réception nous a dit oui, quoi, avec grand plaisir. ouais, Alors malheureusement, les petits bungalows étaient pas disponibles, mais elle nous a dit: «Vous plantez votre tente et cetera et puis, et bah, vous en restez échange, gratuitement. voilà, vous restez gratuitement». Et donc même si l'échange elle était vraiment, bah, on va dire minime, d'avoir juste quelques petites nuits de camping gratuits, bah, nous, ça nous a totalement débloqué dans la tête ce côté, bah, en fait, ces échanges, ils peuvent se faire de cette manière. Enfin, tout est possible, quoi. C'est ça et des gens qui ont besoin d'aide, Il y en a bah, il y en partout. a partout dans le monde. Ouais, Donc finalement et puis, ben, nous, c'est tout bénef, disons, il y a pas que le fait que c'est des nuits gratuites, mais on apprend tellement du lieu, de la culture des gens, enfin
on c'est tellement enrichissant parce que tout ça, ça devient, souvent après des amis quoi, pour toujours, des Famille de rencontres cœur. dont on se souvient, des familles de cœur, ouais. Et donc ben, là, on s'est lancé là-dedans et c'est vrai que ça nous a permis de dormir souvent chez l'habitant, de faire des expériences incroyables comme, par exemple, ben, on s'est occupé de pas mal d'animaux, dans les Pyrénées, fait des rénovations dans différentes maisons. On a fait fabriquer des Construit. briques, pour créer une nouvelle maison au Maroc. Et c'est là aussi on a pris soin de chameaux, de chevaux, d'ânes, de chiens, de chats, enfin, de toutes sortes d'animaux. C'est ça, on a navigué sur des îles grecques. Enfin, vraiment, les expériences, elles sont hyper variées. Ah, donc, à la base, on avait juste demandé à une personne, mais après, par la suite, on a trouvé des sites internet et des applications, que maintenant, Oui, il y en a plein. il y en a plein. Et donc, principalement, nous, on utilise Workaway. Et Workaway, il y a des projets dans absolument tous les pays du monde, quasiment. Et Ouais. donc, il suffit de regarder un petit peu où il y a des projets et puis d'envoyer un message. Et puis après, c'est parti. Et En aussi pour général, avoir des compétences, différentes. ouais, tu bosses 3 ou 4 heures par jour. Et puis en échange, tu es logé et nourri. Donc, c'est quand même deux points du voyage qui coûtent quand même de l'argent. Donc, du moment que tu n'as plus la nourriture et plus le logement, c'est vrai que voyager coûte vraiment pas très Ouais. cher. Et c'est vrai, après beaucoup de gens nous disent: «Oui, mais pour faire ça, il faut avoir du temps». Mais, ben, on s'est bien vite rendu compte en laissant du temps au voyage et ben, ça nous coûtait beaucoup moins cher qu'en disant tu te dis: «OK, je pars 1 mois ou 2 mois» et ben, là, tu vas devoir avancer et dépenser de l'argent plus souvent que si tu te laisses plus de temps. Ouais. Mais bien sûr, on sait qu'après, bah, ça dépend du travail que tu as ou des projets que tu as dans ta vie. Mais en tout cas, bah, pour nous, ça marchait bien vu qu'on voulait faire, de ce voyage notre vie nomade. Donc en fait, le temps, on en a et ça nous permet de continuer sur la longueur puisque dès que les sous vont être un peu plus, enfin moins abondants quoi et ben, du coup, on fait des échanges et puis ça nous permet de tenir dans la durée et c'est ça a pas de prix quoi, ça a pas de prix en fait parce que ça crée des rencontres qui sont Ouais, c'est les plus beaux incroyables. moments, c'est les beaux plus Ouais, beaux moments du voyage. c'est dans les meilleurs moments Ouais. qu'on se rappelle ensuite quoi. Et est-ce qu'il y a eu certaines, expériences insolites? Parce que là, vous parliez de, voilà, construire une maison, prendre soin d'animaux. Est-ce que, vous avez eu parfois des projets un peu fous? Ben, il y a eu par exemple justement pouvoir naviguer dans les îles grecques en voilier pour, prendre soin, aider des parents à prendre soin de leurs enfants et naviguer avec eux. Ça pour nous, c'était assez insolite, surtout quand on voyage à moto à la base et qu'on s'est dit: «Bah, en fait, on peut aussi Pas de limite. sortir un peu de ça», ouais. Genre il y a pas besoin qu'on reste comme ça cantonné à la moto et on a laissé notre moto dans un garage à Athènes et on a embarqué dans ce voilier jusqu'en Crète et finalement, bah, on est resté en Crète, tout l'hiver après ça et voilà, ça, c'était pour nous, hyper spécial. Ça nous a ouvert des portes encore dans notre tête à nous dire: «Ben, en fait, ce qui est le plus précieux pour nous, c'est de vivre différentes expériences» et donc ça a élargi encore un peu, le nombre d'expériences qu'on a vécues. On a beaucoup aimé ça Mmh. et après, bah, sinon, c'était, s'occuper d'une sorte de ménagerie, on va dire, au Maroc, où il y Un avait zoo? justement, ouais, des chevaux, des ânes, des chameaux, des chiens, des chats, des moutons, Ouais. enfin des tortues. Il faut être extrêmement, au taquet sur, quelle cage tu ouvres, quels animaux tu fais sortir à quel moment pour pas que, tout à coup, les chiens attaquent les Les moutons et que hommes les qui les voilà nourrit. et cetera et puis, ça fait qu'on devait balader, 9 chiens dans le désert au Maroc et donc, ça donne aussi, quelques petites anecdotes, plus ou moins croustillantes. Donc oui, des situations quand même, vraiment insolites et là, tu disais enfin, vous disiez, que vous êtes nourris par ces rencontres et j'ai l'impression que c'est quand même aussi ça fait ce lien avec un des buts de votre aventure, c'est ce retour à l'essentiel, en fait. Que certes, vous avez pas de maison, on peut peut-être vous dire que: «Oui, mais vous construisez rien, vous achetez rien, gna gna gna», enfin tout le speech ha habituel, mais vous, c'est vous renoncez pas à votre liberté, en fait. C'est ça, en fait, j'y pensais même tout à l'heure, je me disais, bah, quand, sur le papier, si on se dit: «Ben, voilà, en fait, notre but, c'est de vivre, d'imprévus et de se laisser porter par le flot de la vie», tout ça, ça sonne un peu,
comment dire? Un peu hippie ou un peu, Ali vrai punk caché, hein. ce qui me dérange pas du tout. Non, mais parce que voilà, certains se laissent vraiment comme ça porter par la vie et voir ce qui arrive et et c'est sûr qu'on est dans une démarche un peu, je sais pas si dire Minimaliste. anti-carriériste, mais on n'est pas vraiment dans une recherche de faire carrière ou ce qui n'a rien de mal en soi, mais c'est pas notre but justement et on est plus dans la s'enrichir avec le nombre d'expériences qu'on peut vivre, plus qu'avec le nombre d'objets qu'on pourrait accumuler ou avoir quoi, en Ouais. fait. Bah, la liberté, en fait, d'avoir peu de choses, en fait, le fait d'avoir vraiment juste notre moto et quelques sacs, bah, pour moi, elle a vraiment pas de prix. C'est super cliché de dire ça, mais vraiment, ouais, je sais pas, le Mais c'est fait réel. ouais, c'est totalement réel. Tu as peu de choses, mais en fait, tu pas peur de perdre ces choses. Et puis, bah, en même temps, tu es super, tu peux te déplacer où tu veux facilement, et cetera. Ça te permet de sauter d'une expérience ou d'une aventure à une autre, d'être assez flexible, en fait. Ouais. Et puis vraiment, ouais, d'avoir ce détachement face aux objets. En fait, tu sais que juste ce que tu as, c'est des choses que tu as besoin. Et puis bah voilà, après, Ouais. la vie, elle est plus simple, on va dire aussi. Je sais pas. Pour moi, en tout cas, c'est une simplicité dans la tête et dans l'esprit qui fait vraiment du bien. Et aussi, c'est très drôle, je trouve, parce qu'au début, quand tu pars pour un grand voyage, souvent, bah, même je vois, nous et tous ces plein d'autres personnes qui partent en voyage, qui sont en train de regarder le matériel, d'essayer de voir ce qui irait le mieux et puis d'avoir des choses un peu techniques ou je sais pas, n'importe quoi, des filtres à eau, la cuisine, tout pour le camping, tout ça et c'est vrai que si tu pars pas en grande expédition et ben, je me rends compte qu'en fait, enfin, c'est pas vraiment nécessaire ou essentiel pour partir faire ton voyage, toutes ces petites choses. En fait, on tout le monde vit, de manière très, basique et simple dans le monde entier. Donc en fait, il te suffit d'avoir juste le basique et des choses simples et puis tu peux être partout. Enfin, je me suis rendu compte comme ça qu'il y avait pas besoin de faire tout un foin quoi de du matériel qu'on prend. C'est pas obligé, quoi. Après, ça peut être un plaisir personnel de faire ça, mais c'est pas obligé. On n'a pas besoin d'avoir du matériel, haut de gamme ou, Ouais. dernière technologie pour partir. Bah, disons que ça fait une excuse de moins, en tout cas, pour faire ce pas, pour partir, de pas se dire, bah, j'ai besoin d'avoir le dernier matériel, le dernier objet, et cetera. Bon, au moins, si tu fais avec ce que tu as, bah, voilà, tu peux y aller. Et puis en plus, de toute façon, sur la moto, comme tu le disais, vous étiez assez limité parce que vous avez déjà votre tente, vous avez de quoi mettre quelques sacs, mais vous pouviez pas non plus, de trimballer, des tonnes et des tonnes d'affaires, en fait, sur ces 4 ans. Ouais. Ouais, totalement. On s'est rendu compte qu'on pouvait porter à peu près le même nombre d'affaires qu'à vélo, mais la seule différence que comme la moto, elle est un peu plus robuste qu'un vélo et que c'est pas à la force de nos jambes qu'on avance, ben, les choses qu'on prend peuvent être un peu plus lourdes. Idéalement pas, mais elles peuvent et nous, on a fait ce choix-là des fois, de pas compter les grammes autant que ce qu'on faisait à vélo, par exemple. Et puis aussi, il me semble que ça vous a appris à modifier un petit peu votre vision du confort, du plaisir et de la sécurité. Il y a toutes ces notions-là aussi. Ouais, c'est vrai que, bah, par exemple, une grande peur, je pense, humaine, hein, on va dire, c'est de partir sans, filet de sécurité ou en se disant: «Ben, mais comment je vais faire si j'ai pas un projet, professionnel plus tard ou un X, Y chose ou même, bah, sans ma famille ou sans mes amis», enfin tout ça. Et j'ai l'impression, en tout cas, que moi, ce voyage-là m'a permis de me rendre compte qu'avec les compétences qu'on a acquises avec le temps dans tous ces voyages, sociales, je vais dire surtout quand même et heu et de sécurité intérieure, ouais, de confiance, personnelle, tu Dans vois? la vie. Dans la vie et ben, en fait, je me sens beaucoup plus en sécurité. En fait, même pour mon avenir, on parlait, hier avec, une personne qui a 70 ans et qui voyage comme nous, mais il disait: «Oui, mais vous, vous avez rien de prévu pour la retraite» et il a raison et en fait, on s'est dit: «Ouais, mais on n'a rien de prévu, mais par contre, on sait qu'il y a des moyens alternatifs de vivre sur cette planète qui coûtent beaucoup moins cher que si on restait vivre en Suisse, par exemple, et qui font qu'on peut continuer notre Ah, vie, dans une sécurité, matérielle suffisante, ouais. tu vois?
c'est vraiment toutes ces rencontres et toutes ces personnes qu'on a rencontrées et toutes ces vies alternatives, bah, en fait, ça nous a vraiment ouvert, l'esprit à, bah, des manières différentes de vivre et en fait, ça fait que j'ai l'impression qu'on n'a pas peur pour l'avenir parce qu'on voit plein de manières alternatives comme ça de pouvoir vivre bien. Plein de solutions, Plein de plutôt que solutions, ouais, plein tout de le temps. problèmes. Ouais, c'est ça. Parce que même, ouais, comme tu disais, on parlait avec cette personne, puis on lui disait: «Mais en fait, il y a plein de personnes aussi qui bossent toute leur vie et puis à la retraite, en fait, ils ont pas beaucoup d'argent non plus». Donc Ouais, voilà, ils ont plus rien non là, plus on au final. choisit, le fait de se remplir d'expériences et puis de contacts et de choses comme ça qui, on l'espère, bah, peut-être dans le futur, quand on sera vieux, vont nous aider aussi à savoir toujours rebondir et aller de l'avant. Et à vivre notre quotidien, en fait. Parce que chaque jour est une nouvelle journée, de jour après l'autre, on avance et puis il y a pas besoin de tout savoir en avance, quoi. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures de Nata et Vince, puisqu'ils ont encore tellement d'anecdotes à vous partager, des prises de conscience, des pays coup de cœur. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur votre plateforme préférée afin d'être sûr de ne pas louper la suite. Et aussi tout simplement parce que ça soutient énormément le podcast, que ce soit voilà, vos avis, vos abonnements, vos 5 étoiles, vos interactions sur Instagram, le fait de partager l'épisode, de parler du podcast. Vraiment, pour la suite de Good Visa, c'est fondamental. Donc je compte sur vous. À très bientôt et encore merci.